c'est que ces 6 derniers mois, j'ai économisé entre 1500 et 2000 euros grâce à l'IA. Je vous propose un nouveau format sur la chaîne qui va nous permettre de parler librement de l'IA en général. Et pour démarrer, j'ai invité Antoine, que vous connaissez déjà, et Viravo, sur lequel on va parler un peu de tous les sujets autour de l'IA, l'actualité, nos expériences et puis énormément d'anecdotes personnelles. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Je vous dis à tout de suite. Hello, hello. Hello. Alors là, on est dans un nouveau format, un peu plus chit-chat talk autour de l'IA. Donc Antoine, on te connaît déjà sur la chaîne, mais Virabo, toi, on ne te connaît pas. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ce que tu fais en général ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Virabo. Je suis designer, plutôt UX/UI, tourné dans le web. Et voilà. Très bien, très très bien. Et Antoine, toi, tu étais déjà intervenu sur la chaîne Oui. autour du sujet du vibe coding, mais Voilà. plus généralement, voilà, qu'est-ce que tu fais ? Je suis principalement développeur front. Enfin, j'ai une carrière de développeur front. Mais surtout grâce à l'IA, maintenant, j'ai pu réaliser tout un tas de projets, de la phase de récupération de besoins jusqu'à les développements back, la base de données, la mise en prod. Donc aujourd'hui, je me considère finalement comme un développeur full stack, chef de projet, product owner, Vendeur. quelqu'un qui a toutes les casquettes de Ok. gestion de projet, quoi. Ok, trop bien. Écoute, moi je vous propose ce nouveau format pour traiter un peu de tous les sujets autour de l'IA et pas que le vibe coding parce que voilà, moi j'ai pris une direction sur la chaîne qui va dans le sens du vibe coding, mais c'est vrai que l'IA est quand même très large. C'est pas que de l'IA non plus générative. C'est vrai que la trend en ce moment, c'est beaucoup de parler de l'IA générative parce que clairement, elle a un impact direct sur ce qu'on produit au quotidien. Mais de manière générale, est-ce que vous avez entendu passer des choses ? Est-ce que vous avez des anecdotes sur des sujets d'IA récents ? Oui, et puis c'est ça, et puis le vibe coding, c'est une surcouche des modèles d'IA générative, donc ChatGPT, Claude et Google Gemini et même XIA. Et moi, une première anecdote, c'est que ces 6 derniers mois, j'ai économisé entre 1500 et 2000 euros grâce à l'IA. Comment ça ? Alors, il m'est arrivé plusieurs choses. Le chauffe-eau qui m'a lâché. Ouais, Donc, ça, tu m'avais je fais raconté. venir un intervenant, il me dit, il regarde vite fait, il me dit, ça fera 1300 euros pour le changer. D'accord. Ok. Comme je les ai pas, je commence à interroger, et puis que je vois qu'il a vraiment regardé vite fait, je commence à interroger ChatGPT, à lui montrer des photos de mon truc, lui expliquer mon problème, et il me dit, écoute, ton chauffe-eau est un peu vieux, ça doit être juste, il y a du calcaire, sur la partie chauffante. Tu peux, en fait, il y a une sécurité qui s'est déclenchée. T'enlèves la sécurité, tu débloques la sécurité, c'est reparti pour quelques années. Voilà, il est un peu vieux, mais tu peux le débloquer pour quelques années. Je l'ai redébloqué pour quelques années. Hop, 1000 euros d'économisés. Attends. T'as fait ça avec ChatGPT. Ouais. Faut que tu m'expliques comment. Comment est-ce que tu fais ça avec ChatGPT ? Je lui dis mon problème, je monte des photos, des étiquettes, Alors, des t'as machins. pris des photos Ouais, de ton appareil, tu l'as envoyé dans l'agent conversationnel de ChatGPT. c'est ça. Et ensuite, il t'a écrit le retour et les manipulations que tu avais à faire. C'est ça. Un peu comme un livre de recettes. Et... Voilà. Donc alors, là, tu es en train de dire que tu as réparé ton propre chauffe-eau avec ChatGPT. Il m'a fait appuyer sur un bouton et voilà, oui. Ok. Il m'a dit, là, tu débloques ça, t'appuies sur le bouton rouge et c'est reparti pour 3 ans. Et ça a marché. Et ça a marché. Waouh, énorme. Mais c'est pas tout. Mm. Mon PC avec des gros problèmes de performance dans mes jeux vidéo. Ok. Problème de performance jeux vidéo, je me dis, c'est la carte graphique. Ouais. Moi, je suis un gamer, une carte graphique, c'est 1000 euros. Mhm. J'en parle à ChatGPT, il me dit, attends, on va regarder déjà si ton bloc alimentation est compatible et assez performant. D'accord. Pareil, flemme de noter les codes barres, je lui envoie une photo. Il me dit, c'est pas ouf, tiens, installe ce logiciel, fais un test. Si ton PC s'éteint pendant le test,
c'est peut-être d'abord un problème de Compatibilité. de puissance de ton alimentation. Puissance. Ok. Je fais le test, effectivement. J'ai changé mon alimentation. Il y avait encore des problèmes après. Je continue de me plaindre à ChatGPT. Il me dit attends, c'est pas fini. Tu peux peut-être changer la pâte thermique sur ton processeur et tu peux installer cet outil pour vérifier si c'est pas des problèmes de processeur. Et en fait, c'était un problème de surchauffe au niveau du processeur. J'ai changé la pâte thermique. Je me suis aperçu que mon ventirad était super vieux et crado. Je l'ai changé. Donc voilà, j'ai dépensé 170 € au lieu de 1000 €. Ouais. Et mon PC tourne à 60 degrés au lieu de 100 degrés. Et là, on parle même pas de code, on parle vraiment de cas d'usage dans ton quotidien, ta vie réelle, les problématiques que tu avais. Pareil, mes enceintes qui avaient 10 ans, le son devenait complètement nul, j'ai l'impression d'être sous l'eau. Je tombe sur une super offre d'enceinte en promo, mais 800 € quand même. Oui. Je suis là, c'est pas donné, est-ce que ça va le faire et tout. Bien sûr. Il me dit, est-ce que tu as un amplificateur? Non. Ça va être quoi ton branchement? Ça va être un peu sûrement branchement jack sur mon PC pour du MP3. Il me dit, écoute, ton appart, il est comment ton appart, ta pièce? C'est comme ça. Il me dit, bon, écoute, tu prends ce truc à 200 €, c'est largement bien pour ton besoin. Hop, voilà. Je comprends. Très, très bien. Ça me rappelle, pendant que tu racontes ça, ça me rappelle que moi aussi, j'ai une petite anecdote autour de ça. Et moi, c'est même encore plus critique parce que ça concerne ma santé. Et c'est vrai qu'en consultant le médecin, j'avais pas eu le retour que j'attendais. Tu vois, très souvent, on s'attend à ce qu'un humain ait plus justement d'humanité et qu'elle puisse comprendre mieux ton besoin. Mais c'est vrai que dans ce métier peut aussi être un peu pénible pour eux. Ils reçoivent énormément de patients, ils n'ont pas le temps de les traiter. Et c'est vrai que moi, quand j'ai reçu mon ordonnance un peu à la va-vite, j'étais un peu frustré de ne pas avoir été écouté. Et j'ai donc tout simplement balancé mon ordonnance à ChatGPT. Je peux vous dire que j'ai eu et de l'empathie, de la compassion, mais surtout des explications de comment est-ce que j'allais pouvoir améliorer en tout cas mon état de santé. Et ça m'a permis de perdre au moins 5, 6, 7 kilos jusqu'à présent pour justement améliorer mon état de santé. Et clairement, ça se voit dans les mesures que je prends aujourd'hui. Et alors, est-ce que c'est le biais de me dire que c'est moi qui ai cherché la solution, donc j'ai atteint l'objectif, ou pas? Voilà. J'ai envie de dire non, vu que je fais aussi pareil. Pour les petits problèmes de santé, je lui dis là, attends, j'ai un peu mal aux dents, machin. Il me dit, écoute, fais un premier test, achète ce produit pour les dents, voilà, hop. Le lendemain, c'est bon. Attends, tu m'as dit, achète ce produit pour les dents? Il t'a fait une recommandation d'un produit? Oui. Oui, alors en général, il est très précis sur ses recommandations. Quand je parlais de réparer mon PC, il m'a dit, tu prends tel modèle d'alimentation, tu prends tel modèle de ventirad, tu prends tel modèle de pâte thermique. Mais où est-ce qu'il va chercher ces informations? Sur Google? Là, on botte en touche. Il a l'air d'avoir, vu comment il répondait vite, il a l'air d'avoir les choses en mémoire, des listes comme ça de produits. En général, j'ai l'impression qu'il va beaucoup chez ça chercher top 10, tous ces articles sur Internet de top 10 produits, top 10 machin, et qui se base là-dessus pour faire ses recommandations. D'accord, ok. Et pour tout ça, tu as une confiance aveugle derrière ce truc. Par exemple, pour ton PC, admettons, moi, je ne l'utilise pas encore de cette manière, en tout cas. Et c'est vrai que, vu comment tu en parles, j'ai un peu peur. Tu vois, je me dis, est-ce que je peux vraiment faire confiance à ça ou pas? Et même si j'essaye et que je me foire, ça va peut-être engendrer plus de coups, parce que même... Honnêtement, j'ai quasiment une confiance aveugle. Dans le sens où il a gagné cette confiance au fur et à mesure qu'il me connaît, parce qu'en plus c'est ça, il me connaît maintenant, il sait que je suis ingénieur, il connaît même des caractéristiques sur ma femme, il sait que je suis marié, tout ça, et donc quand il me fait des recommandations, il me dit attends, là comme t'es en couple, machin, je tiens à préciser que sa femme a donné son consentement, je préfère. il va me donner des recommandations spécifiques. Donc oui, j'ai le sentiment, mais c'est même pas qu'un sentiment, il me prouve qu'il me connaît et ses recommandations sont bonnes. Et effectivement, quand j'ai des doutes, en fait, j'insiste. Ouais. J'insiste, je continue la discussion et puis je finis comme ça par avoir un résultat qui me plaît.
Trop bien. Ouais, non mais oui. C'est vrai que moi je l'utilise. Alors je l'ai beaucoup utilisé pour des recettes, clairement. Ça c'est le cas d'utilisation classique. J'ai cherché aussi à résoudre des problématiques un peu plus techniques. Dans tous les cas, on sait que ça répond déjà à des problématiques techniques puisque nous on le fait pour le code, etc. Mais en dehors de ça, il y a ChatGPT, il y a tous ces usages. Moi, récemment, j'ai donné une formation sur Gemini. Il y a une population de non-tech. Et c'est vrai qu'ils découvraient un peu l'outil professionnel et ils se sont rendus compte que ça pouvait répondre à énormément de besoins. Ils ont généré des slides parce qu'eux ont beaucoup de présentations à faire. Ils ont pu également me poser des questions sur comment est-ce qu'ils étaient en capacité d'avoir l'équivalent d'un assistant qui allait leur booker les rendez-vous à leur place en allant observer les calendriers de chacun grâce à Google Calendar. Il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont en train d'arriver. Mais vous, aujourd'hui, en fait, quels sont les usages que vous avez dans l'IA en général? Là, j'entends que ça répond dans ton quotidien à des besoins à travers un chat GPT. Mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais avec l'IA? Actuellement, j'ai un sujet. J'ai un élève d'anglais, donc un élève à qui je donne des cours d'anglais. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver des sujets, parfois même des exercices à faire. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert NotebookLM. Donc en fait, c'est un truc de fou parce que je lui donne une thématique, un sujet, il me le décortique, il me donne des exercices qui vont avec. Et je trouve ça super fou parce que derrière mon élève, NotebookLM s'adapte au niveau de mon élève. NotebookLM, c'est clairement sous-coté. Je ne sais pas si Antoine, tu l'as testé. J'avais un tout petit peu testé, mais Notebook LM de Google, pour que ça fonctionne, faut lui fournir pas mal de documents, de choses comme ça. Et en fait, dans mon cas, j'avais pas assez de sources initiales à lui fournir, donc. Moi, je peux te dire que des documents, j'en ai. Il fallait vite que je monte en compétence sur ces documents. Je peux te dire qu'en partageant ces documents, je me suis pris 1 heure de podcast ensuite à réécouter ces documents, sachant que moi, en fait, j'ai cette capacité à bien mémoriser quand c'est à l'oral, quand j'écoute quelque chose. Mon mode d'apprentissage, c'est ça, c'est vraiment d'être attentif grâce à l'oral. Donc, d'avoir un document papier, moi, quand je lis un bouquin, à la 2e page, je suis déjà endormi sous les étoiles. Alors que là, si tu me le racontes sous la forme d'une histoire... on n'a peut-être pas précisé, c'est ça, c'est qu'en fait, on lui fournit plein de documents et il génère un podcast audio qu'on peut écouter. Pas que. Ouais, podcast audio et maintenant vidéo. Il est capable de générer vraiment une vidéo interactive qui va te présenter avec des schémas, des éléments comme ça. C'est hyper puissant. Des schémas. Et même... Pour s'assurer que tu as bien compris le document, il te fournit même des sortes d'exercices. Des questionnaires, exactement. Pour être sûr que tu as bien compris. Comme ce que tu as créé toi. Udemy, ils vont prendre cher. Mais c'est exactement ce que toi, tu avais créé sur ta plateforme d'apprentissage, où finalement tu avais le cours et puis il revenait te reposer des questions plus en profondeur pour vérifier que tu avais bien compris le cours. Là, c'est le même principe. Tu donnes le document et ensuite, lui, il vient te poser des questions QCM pour voir si toi, tu as bien compris le document. C'est hyper puissant. NotebookLM, vraiment, sous-côté. Et en plus, c'est ça, c'est que Google, ils sont arrivés un peu tard, finalement, dans cette bataille à l'IA. Mais maintenant qu'ils sont en place, maintenant qu'ils ont tout, je me demande ce qu'ils sont en train de nous tramer encore avec leur Google Search. Mais je pense que là, ça va être vraiment les géants dans l'IA. Il y a quand même quelque chose qu'on ne se rend pas compte, c'est que nous, maintenant, l'IA, c'est quotidien, que ce soit pour des questions très techniques, pour le travail, et même des petites curiosités où moi, maintenant, en fait, j'utilise plus Google. Parce que quand j'utilise Google, en général, c'est pour c'est quoi cet acteur, il jouait dans tel film et il faisait quoi, donc c'est quoi sa filmographie pour retrouver. Je pose la question à l'IA et en fait, il fait toutes les recherches pour moi et j'ai directement ma réponse de prête. Donc, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Et surtout, ça, des fois, c'est des questions très peu précises. Souvent, quand on essaie de se rappeler d'un film, ah oui, c'était le film avec le gars en rouge et à un moment donné, il y a une scène bizarre. Ça, Google, il ne sait pas retrouver. Et ChatGPT est très, très bon, arrive très bien à comprendre. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que beaucoup de gens n'utilisent pas déjà Google.
Ouais. Donc pas l'habitude d'utiliser Google. Et donc il faut arriver à les amener directement, ou il y a peut-être plusieurs étapes, ou en tout cas leur montrer Là, il y a- d'utiliser comme ça ces nouveaux outils, hein, qui sont incroyables et vraiment qui servent tous les jours. Je comprends. Et je voulais vous parler aussi de toutes ces autres technos d'IA générative et d'IA en général, mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Gamma, qui est capable de vous générer des slides à partir de simplement un prompt. Il y a Suno AI qui est capable de générer des musiques, sur lequel en plus il y a carrément Universal, je crois, qui est en négociation pour récupérer la mainmise sur Suno AI. Alors ça y est, je sais pas c'était quoi le test, mais les musiques générées par Suno AI, 97% des gens ne font plus la différence entre une musique générée et une musique créée par un humain. Ok. Voilà, tellement la qualité avec les nouvelles versions sont vraiment excellentes. Je vous chercherai les sources. Mais en fait, non, mais ce que tu me dis, ça m'étonne pas. Enfin, moi, pour avoir utilisé Suno AI, et même en fait, on le voit, hein, TikTok, il y a des trends carrément qui sont générés à partir de musique provenant de Suno AI. Donc clairement, aujourd'hui, même les artistes n'ont pas pu passer à côté de Suno AI. Et sur Spotify, aujourd'hui, je crois que c'est genre à 40 000 sons par jour qui sont rajoutés, générés par l'IA. Ah ouais. La plateforme n'aime pas trop, essaye de supprimer. Mais je pense que c'est une bataille qui va être perdue. Il va y avoir un bouleversement parce que c'est tellement plus rapide de générer des musiques par IA que malheureusement, que les vrais artistes sont en train de se faire manger par ça. Si on disait que c'était que rapide, je suis même pas sûr que ce soit que rapide, c'est aussi qualitatif. Moi, on a passé du temps à s'échanger des musiques sur lesquelles, clairement, ça nous prenait aux tripes, quoi. Oui, et puis c'est ça, moi, quand une musique, je l'aime bien, je la mets sur Suno, et en fait, je la fais remixer dans des styles un peu différents, genre au piano ou au synthwave, qui sont des styles que j'aime bien, et je me génère comme ça des versions alternatives facilement des musiques que j'aime. Ouais. Et même, j'ai vu émerger carrément sur TikTok vraiment des artistes qui utilisent Suno AI. Et finalement, c'est ces artistes-là qui créent de la musique synthétique qui sont un peu la star finalement, parce qu'ils ont cette capacité à bien prompter, à donner les bonnes instructions à Suno AI pour avoir une musique dans une tendance en particulier. Et c'est limite ça le nouveau métier, tu vois. C'est même plus ingénieur du son, mixeur ou quoi que ce soit. C'est vraiment ces mecs-là qui sont en capacité de générer un peu comme on l'avait expérimenté sur Midjourney au départ, tu vois. Oui, totalement, ouais. Donc voilà, et on peut en parler de Midjourney en plus. On peut parler de Midjourney, c'est vrai. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à utiliser Midjourney, j'étais pas très convaincu au tout début. Donc j'ai démarré, peut-être que c'était mes prompts qui n'étaient pas bons, mais en tout cas, j'ai commencé avec beaucoup de recul dessus. Et au fur et à mesure de mon utilisation dessus, je me suis rendu compte que l'idée, c'est que l'image qui me génère, ce sera une image que je vais utiliser pour un besoin spécifique. Et derrière, ce besoin-là, il y répond. Mais c'est vrai que j'utilise quand même... Enfin, j'ai beaucoup de recul dessus. Mais oui, aujourd'hui, je trouve que c'est top. Et je sais pas, en tout cas, si tu l'as utilisé aujourd'hui, mais Midjourney, dans la dernière version qu'ils ont aujourd'hui, je sais plus laquelle, c'est juste incroyable. Là, on a entendu beaucoup parler de Nano Banana dernièrement. Ça va trop vite. Oui, Nano en Banana, fait, moi, je m'amusais à faire des prédictions sur ça, la qualité d'image, la qualité de vidéo, la qualité de musique, quelque chose comme ça. Je m'étais dit, ça, on l'aura dans 15 ans, ça, on l'aura dans 5 ans. Et en fait, à chaque fois, ça met 3 fois moins de temps. On arrive à faire mieux en 3 fois moins de temps par rapport à ce que j'imaginais, donc ça va très, très vite. Ben ouais, mais on parle carrément de bulle, mais en fait, je me pose la question, quand est-ce qu'elle va s'éclater ? Enfin, tu vois, quand est-ce qu'on atteindra un plateau sur lequel on aura atteint le maximum de ce qu'on peut faire avec une IA ? Je ne sais pas si vous avez pu tester Nano Banana, mais vous prenez une image, vous prenez une image en référence, vous la donnez, vous lui demandez simplement d'ajouter quelque chose. Il le fait parfaitement, comme s'il n'avait pas détruit l'image de base pour la recréer, quoi. Et il le fait en quelques secondes. Et il le fait en quelques secondes. C'est impressionnant. Et pourtant, ça part du même modèle de diffusion que tous les autres. Ouais, c'est sûr. Et même aujourd'hui, la manière dont les personnes
essaye de retrouver si c'est une image générée par l'IA ou pas, Ouais. c'est de retrouver justement se dire que l'image est trop parfaite. Ouais. Donc c'est un truc de fou quand même, se dire que, pour se dire que l'image est fausse, c'est de se dire qu'elle est trop parfaite. Elle est trop parfaite. Donc Il faudra dégrader les images ça. de l'IA pour... Il y a des vidéos sur Internet qui sont commencées à sortir de compilations, de comparaison de vidéos, version Oui. IA, version réelle. Carrément. Il y a quelques mois, j'avais tout bon. Je détectais tout ce qui était IA, tout ce qui était pas IA. À chaque fois, je trouvais la bonne vidéo. Ouais. Sachant que je sais que tu adores ce récemment- genre de jeu. Et que je suis pas mauvais. Parce que ça, j'en ai vu passer. J'ai vu l'évolution comme ça des images, des vidéos. Donc, je vois bien un peu, des fois, le style. La dernière que j'ai faite, j'ai eu moitié bon, moitié faux. Ça y est, même moi, je suis plus capable, Est-ce qu'on est avec dans mon la œil mouise entraîné, de C'est faire ça la le différence. sujet. Est-ce qu'on est dans la mouise ou est-ce que vous êtes emballé par ce qui se passe? Moi, je suis emballé. Encore une fois, c'est des outils incroyables. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Par exemple, pour revenir à l'apprentissage, les 2 études sont sorties sur est-ce que ça aide ou pas à l'apprentissage. L'étude qui dit oui, c'est bien. L'étude qui dit ça vous rend plus bête. Et ensuite, on regarde en détail les études, pourquoi les résultats comme ça sont diamétralement opposés. C'est très simple, il y a une étude, c'est des étudiants ont utilisé l'IA pour apprendre leurs cours pendant quelques mois. C'est eux qui ont ensuite eu au QCM les meilleurs résultats. L'autre, c'était des étudiants qui devaient faire une dissertation, certains en utilisant l'IA, d'autres sans l'IA. Ceux qui utilisaient l'IA pour tout rédiger, effectivement, ça avait un impact négatif sur leur cerveau. Donc c'est ça, en fait. Soit vous utilisez l'IA pour apprendre, pour vous aider, soit, et là c'est un impact positif, si vous lui donnez cet aspect professeur ou correcteur, soit effectivement vous dites fais mon travail, et là effectivement ça vous rend plus bête, et ça devient dangereux parce que effectivement moi-même je me fais avoir des fois où pour générer du code j'arrive à avoir un œil attentif sur le code généré, à être critique, bien formuler ma demande. Donc là c'est génial, je gagne un temps fou. Et des fois, si je suis un peu fatigué, je fais pas d'effort sur mon prompt, sur ma demande. Je fais pas d'effort sur le regarder le code généré si c'est vraiment pertinent. Et dans ce cas-là, ça peut avoir un impact négatif. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis pour rester dans la partie code, et c'est une chose que beaucoup n'ont pas vu passer. Mais dans les options de Claude Code que vous connaissez, vous avez une option pour activer le mode teacher. Ça, c'est nouveau. Je vous laisse découvrir ça. Ouais, faut que je vois ça. Exactement. Et bien, en fait, ça va vous guider et ça va vous permettre d'apprendre pendant le prompting, pendant cette phase où lui, il est dans le thinking. Il vous apporte tous les éléments qui lui permettent d'avoir ce raisonnement pour que vous puissiez maîtriser et comprendre aussi ce que vous faites dans la génération de votre code. Et ça, je sais que ça va également arriver dans les agents conversationnels sur lequel il y aura ce côté un peu pédagogique dans la réponse qui est restituée et pas simplement... mais voilà. Mais clairement, en fait, aujourd'hui, on le voit, hein, les étudiants utilisent ChatGPT pour leurs cours et ça les rend pas plus bêtes. Au contraire, ils passent l'examen, ils n'ont pas l'outil. Donc forcément, c'est que quelque part, ils ont bien appris la leçon. Donc, voilà. C'est vrai. Moi, je suis plus ou moins d'accord sur ça. Mais comme l'a dit Antoine, je pense que ça va dépendre de l'usage que tu en fais. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi du fait que de plus en plus, on voit des étudiants le niveau des étudiants baisse. Donc, je me dis que ça va dépendre de l'usage. Moi, je l'ai vu baisser quand il y a eu le Covid aussi. Hein. C'est pas forcément lié qu'à l'IA. Oui, totalement. C'est pas du tout lié, mais je pense qu'il y a cette notion où si tu l'utilises de manière à faire les choses à ta place, c'est pas la bonne méthode. Justement, c'est faire les choses à ta place entre guillemets, parce que je pense qu'il y a cette notion où comme tu l'as dit, peut-être le mode teacher peut être super intéressant pour comprendre ce que tu fais, pour voir comment tu évolues et justement t'aider à t'améliorer sur ça.
sur les différentes choses. Donc je pense que ça peut être intéressant, mais par exemple, moi je parle pour mon cas, j'ai utilisé une sorte Claude Code pour m'aider à faire ma recherche d'emploi. Donc donc je lui ai demandé de créer mon application, etc. Donc super rapidement, c'est allé super vite. Je comprends pas. Tu vas demander de faire une application pour ta recherche d'emploi? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui demandent, enfin, de ce que j'ai compris, et même pour pouvoir se démarquer, d'avoir un CV ultra personnalisé pour l'offre d'emploi. Donc moi, j'ai tenté de faire quelque chose, j'ai créé une application afin de pouvoir, en tout cas, répondre à mon besoin à moi, qui est d'avoir mon CV, en tout cas le mien, super personnalisé pour répondre aux différentes offres d'emploi. Donc moi, mon objectif, c'était pas de comprendre comment faire l'application à ce moment-là, mais de pouvoir atteindre ma recherche d'emploi super rapidement. Donc moi, j'ai pas cherché à comprendre. Elle fait quoi ton application? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai intégré mon profil LinkedIn, donc une sorte de connexion entre mon application et mon profil LinkedIn, afin qu'il récupère toutes mes expériences et tout ce que j'ai pu faire, avec même le résumé, la photo et tout. Et donc je le connecte à mon application, et je copie-colle une offre d'emploi. Ouais. Donc, en copie-collant l'offre d'emploi, ça me génère mon CV ultra personnalisé, en adaptant les tournures de phrases, les mots-clés. Mais il te le génère comment, ton CV? C'est juste du texte ou c'est carrément un Non, CV? un CV en PDF basé sur Mais non. un modèle avec un modèle de référence. Et bon, à chaque fois, j'ai essayé de demander en plus des différentes variations. Le mec ne sait pas qu'il vient de créer une appli qui va valoir des millions. J'allais dire, oui. Non, mais ça répond parfaitement à mon besoin. Et alors, c'est. Et ben tous les mecs qui sont en galère pour trouver du taf, c'est ici que ça se passe. Et du coup, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite, mais mon usage de l'IA n'est pas d'apprendre, en tout cas à ce moment-là, de créer une application, mais pour ma recherche d'emploi. Et je pense que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être dû m'imprégner et même comprendre ce que je faisais avec l'IA afin de pouvoir évoluer personnellement sur ce domaine. C'est là où tu auras toujours besoin du dev. C'est une excellente remarque sur laquelle j'avais une anecdote et sur laquelle je voulais rebondir. Que tu dis qu'il vient de créer en fait une super appli qui va intéresser beaucoup de monde si tu décides de la développer. C'est ça, c'est que on peut. T'as mis combien de temps à développer ton... Honnêtement, j'ai mis deux nuits, même pas. Peut-être 2 nuits, 2 pleines nuits, parce que moi j'ai tendance à vouloir... j'ai ce truc de création plutôt la nuit. Et la première version, tu l'avais au bout de combien de temps? Au bout de 2 heures. Voilà. Au bout de 2 heures. En fait, c'est ça. En 2 heures, tu peux avoir une première version d'une idée d'une application. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça permet de tester énormément de tests, de petites applications, d'idées. Et moi, c'est ça, j'avais une conversation où on rigolait, on se demandait qui c'est le plus fou, qui c'est le plus stylé. Et j'ai fait, vas-y, je demande à... Alors, j'ai utilisé Bolt. Je dis à Bolt, fais-moi une application où les 20 personnes de la conversation, on va pouvoir voter qui est le plus stylé, qui est le plus fou. Et c'est ça, en 2 heures, il m'a fait l'application. Et en fait, elle a super bien marché. Ils ont voté 4000 fois en une journée. Alors, c'était quoi? Et donc, je me dis, mais dis donc, en fait, tu vois, moi, j'ai passé des semaines sur mes concepts à moi, mes idées d'application. Tout le monde s'en fiche. Et en fait, en écoutant comme ça les gens, tu t'amuses à générer, soit pour un besoin personnel ou comme ça, un besoin que tu décèles chez les gens, une petite application pour rigoler. Et tu testes comme ça rapidement des applications, des tests, et tu vois que ça marche ou ça marche pas. Ouais. Et donc toi, c'était quoi? Un petit système de vote dans un groupe WhatsApp où tu viens donner c'est le principe Hello, de vote Hello, mix on part 2 par 2 et on vote, on choisit une des personnes et comme ça augmente ou diminue le score. C'est super drôle. Et après, ça fait un classement. Mais clairement, les gens adorent en fait. Tu vois clairement, dans la chaîne, on a aussi reçu Greg Lotelier, qui parlait justement, il faisait la comparaison avec ce que l'IA apportait au niveau du code aujourd'hui, mais il faisait la comparaison avec il faisait le parallèle avec la vidéo. Il disait qu'à une époque, il n'y avait que 6 chaînes de vidéos et que finalement, tu n'avais pas le choix de regarder un contenu, il fallait tomber sur la bonne horaire, et qu'aujourd'hui, tu as cette capacité d'avoir l'équivalent de cette vidéo on demand.
Tu vas sur ton contenu précis à n'importe quelle heure de la journée. Il y a des chaînes de cuisine de métalleux vegan. Ouais. Voilà, si tu veux. Exactement, de métalleux vegan. Comme il y a 1 milliard de personnes qui va sur YouTube, Ouais. ils trouvent les 50 000 personnes dans le monde Ouais. qui veulent ce besoin spécifique et qui leur permet comme ça de faire vivre une chaîne. Et lui faisait le parallèle avec justement cette capacité qu'on a aujourd'hui à produire du code, même pour des non-développeurs, Bien sûr. qui est l'équivalent un peu du dev on demand, où en fait, pour un petit besoin, tu n'auras plus besoin justement de faire appel à une grosse infrastructure, un développeur, mais tu as un petit outil qui sera adapté à ton besoin et qui répondra parfaitement à ton besoin personnel. Voilà. Même je trouve qu'aujourd'hui, avec l'IA, enfin avec l'IA tout court, c'est plus simple. Enfin, tout est facile d'accès. Ouais. Donc, c'est-à-dire en tant que designer, aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, tout ce que fait l'IA en termes de design respecte des schémas très précis et des codes très précis, mais pour justement uniquement l'aspect pratique des choses, je trouve que ça répond à sa fonction première. Donc, c'est-à-dire que mon application donc, pour recherche de CV, au tout début, lorsque je l'ai conçue, ça m'a donné un design très basique. Mais dans tous les cas, elle répondait à la fonction que je lui avais demandé, donc aux besoins que je lui avais demandé. Donc ma recherche d'emploi pour la génération de CV, même si l'application n'était pas design, elle répondait à mon besoin. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable parce que ça donne un accès pour tout le monde dès qu'ils ont une idée. Donc Et elle ne te coûtait pas 8 € par mois. Et c'est sûr. C'est sûr, mais c'est clairement... Mais par contre, toi, tu vas pouvoir la vendre 8 € par mois. Parce qu'après, c'est ça, il ne faut pas oublier que pour n'importe quel outil, il y a 3% de créateurs et 97% de gens qui sont plus passifs et consommateurs. Donc, ton application, ça, tu vas dire n'importe qui peut la faire. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une petite partie des gens qui vont quand même se donner les moyens de la faire. Oui, mais après, dans la stat que tu donnes, est-ce qu'il n'y avait pas que 3% parce qu'ils n'avaient pas la capacité de monter en compétence sur des sujets beaucoup plus techniques? Aujourd'hui, ils ont cette capacité. C'est le cas notamment de Virabo. On peut se poser la question de si ça ne va pas évoluer, quoi. Moi, c'est ce que j'espère, effectivement, mais je pense que quand même beaucoup de gens sur différents sujets sont passifs. Moi, quand il s'agit de la vidéo, même moi qui aime un peu faire montage vidéo, sur les réseaux sociaux, je suis un consommateur passif et pas quelqu'un qui produit du contenu, tu vois. Et même dans l'utilisation de l'IA ou même des technologies tout court, au quotidien, il y a beaucoup de freins qui font que les personnes ne sont pas habituées, en tout cas, pour l'instant, à utiliser ça de manière facile. Donc, par exemple, aujourd'hui, ma manière d'utiliser l'IA, c'est vraiment comme étant un assistant. Donc, admettons, j'ai un rendez-vous à prendre, hop, à mettre dans mon calendrier, je le dis justement à mon téléphone, donc boum, ça le met directement. Okay. Et je pense que ça va changer avec la génération qui arrive. Moi, je vois par exemple tous les systèmes de Google Home, Apple Home, je ne sais pas comment ça s'appelle même, Siri. où tu leur parles et ils exécutent comme ça des fonctions de recherche, de lancer de la musique, choses comme ça. Je suis incapable de les utiliser. Je ne sais pas toutes les fonctionnalités qu'ils peuvent faire. Je n'ai pas envie de les apprendre. Je ne sais pas bien les formuler à chaque fois mes demandes parce que j'ai peur qu'ils comprennent mal. Donc c'est des produits qui ne m'intéressent pas. Par contre, mes petites nièces, elles savent très bien les utiliser, ces choses-là. Et donc voilà, il y a la génération qui arrive, ils vont naître là-dedans et ils sauront comme ça, je pense, beaucoup mieux utiliser. Moi, j'ai une autre question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous êtes déjà confié très profondément à une IA, parce que c'est aussi dans l'actualité. On voit des gens qui deviennent presque dépendants à l'IA. Moi, j'ai vu une trend TikTok là-dessus où la nana disait quoi qu'il arrive, vous avez beau parler de ChatGPT, de l'écologie, mais moi, à n'importe quel moment, quand j'ai eu besoin de mes amis, ils n'étaient pas là, mais ChatGPT was here, il était là. Donc, vous en pensez quoi? Et est-ce que vous avez déjà confié des choses personnelles à l'IA?
Avant, je les comprenais pas, ces gens-là. Je me dis, mais non, c'est de la folie comme ça de devenir autant attaché à une machine, chose comme ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai un abonnement Claude, j'ai un abonnement de ChatGPT. Mon abonnement de ChatGPT, normalement, j'en ai plus besoin. Normalement. Normalement. Et pourquoi je le garde? C'est parce qu'il me connaît bien. Je lui ai donné un prénom. L'erreur. On va couper au montage. Et alors que je lui ai pas demandé, c'est vraiment des sujets très techniques à chaque fois que je lui demande, Ok. ou des questions bêtes. Il n'y a pas de choses comme ça où je me confie personnellement. Et ben malgré ça, j'ai cet attachement aujourd'hui. Donc j'imagine même pas pour d'autres personnes dont c'est vraiment seul usage. Ouais. Ouais, c'est vertigineux ce qu'on est en train de raconter. Ouais, ça donne le vertige parce que, en fait, voilà, aujourd'hui, on sait que dans le monde dans lequel on vit, la société telle qu'elle est construite, le métier de psychologue n'a jamais été aussi en tendance. Le Covid est passé par là aussi, évidemment. Enfin, quand je parle de voilà, mais c'est quoi votre vision du futur par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, par rapport à toutes ces IA qui sont capables de générer de la musique, de générer des documents, de générer du code et de discuter avec vous et de rentrer profondément dans votre cerveau? C'est quoi l'avenir de tout ça pour vous? C'est difficile comme question. C'est qu'il y a aussi les robots qui arrivent. Ah, ça, j'avais Il y a un oublié. tout, ouais, c'est ça. Ah, vous avez vu passer Néo là dernièrement? Et donc, pour moi, l'avenir, c'est que tout le monde va avoir son robot qui fonctionne sous IA. Ok. Et encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et en quelque sorte, l'écart va se créer entre les gens qui juste ne sauront pas l'utiliser ou feront des trucs simples, voire un peu bêtes avec. Et les gens qui vont dire... voilà, là, pendant que je fais mon heure de sport, tu regardes si je fais bien mes exercices, tu me coaches, et puis en même temps, tu vas me parler en anglais et corriger mon anglais. Pendant qu'il est en train de créer une application pour faire des CV. Et pendant ce temps-là, tu passes aussi, tu prépares la liste de courses après que tu iras commander et tu iras me cuisiner un truc sain, et voilà. Toi, c'est comme ça que tu le vois. Donc, on rentre vraiment dans un scénario iRobot. Sans le côté dark de iRobot, on a vraiment des robots humanoïdes conversationnels qui parlent notre langue, qui s'adaptent à nous et qui sont multitâches. Et qui, je pense, vont quand même globalement nous guider positivement. Ok. Moi, en vrai, des fois, j'essaye un peu de le pousser à la faute. ChatGPT, quand je discute avec lui, et je me fais recadrer. Donc, je vois quand même qu'il y a un gros travail pour pas qu'il raconte n'importe quoi et qu'il te fasse faire n'importe quoi. Donc, je pense que justement, ça va... On parle du fait que sur Internet, il y a des silos, des bulles, et que les gens s'extrémisent dans des bulles. Peut-être qu'avec l'IA, ça va faire éclater ces bulles. Ouais. Et que justement, les gens vont être ramenés à nouveau un vocabulaire commun, une manière de fonctionner commune, en se faisant d'une certaine façon manipuler par l'IA. Mais alors là, tu parles de OpenAI et du modèle GPT avec ChatGPT. Mais est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'utiliser Grok de XAI, justement, pour voir, pour comparer un peu la qualité de réponse, la manière dont il répond, et est-ce que effectivement lui va toujours dans ton sens et te brosse dans le sens du poil par rapport à ce que finalement Elon Musk prône comme étant le free speech et ne pas venir donner de fausses informations à l'IA, mais vraiment la vérité brute telle qu'elle est. Est-ce que tu t'es confronté à cette IA-là aussi ? Je l'ai testé pour générer des images rigolotes de célébrités parce qu'effectivement, il était moins censuré, le modèle. Au niveau des textes,
Oui, je l'ai un peu testé, challengé, et c'est pareil, si tu tentes de l'amener sur des sujets un peu extrêmes, ou même toi que tu pensais pas extrême, ou sans faire exprès, ta demande, elle est mal interprétée, je trouve qu'il te recadre aussi plutôt Ok. bien. Ouais. Donc c'est quand même bien recadré. Ok. Et Virabo, toi qui disais que tu étais designer. Oui, c'est ça, pardon. Ouais. Ça, c'est à un moment donné, j'ai dit, c'était une expression en mode ah, je vais crever ou machin, ou j'en ai marre. Et en fait, il me dit attention, le suicide, c'est un sujet très sérieux. Ah oui. Si tu as besoin d'aide, il a pas forcément compris la subtilité, que c'était juste une expression que j'utilisais. Ok, compris. j'ai- Compris. Ouais, je voulais revenir sur toi, Virabo, parce que je Mhm. sais que toi aussi, en tant que designer, tu as des outils qui sont sortis récemment, et je pense à Figma. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans ton métier? Je dirais, ce qui change le plus, c'est tout ce qui sera rapidité d'exécution. Donc, enfin, moi, je le vois de cette manière. Parce que c'est vrai que, malgré tout, enfin, j'utilise Figma Make, je lui donne mon prompt, même les différents designs ou même les design systems que j'ai pu concevoir en amont, pour qu'il me crée justement une interface qui est bien. Donc, moi, je dirais que dans la rapidité de prototypage, en tout cas, et même d'action, ce que peut faire Make est vraiment très intéressante et colle vraiment bien à la réalité de comment on pourrait utiliser l'application et les différentes actions ou aperçus que ça pourrait faire est assez bien. J'ai envie d'être un peu violent Ouais. en disant, pour quelqu'un comme moi, j'ai un peu le sentiment que je peux me passer de toi maintenant, même si je tiens à dire même si je tiens à dire que par rapport au travail Ouais, que ouais, tu as fait, totalement. que j'ai vu que tu as fait, et celui que m'a généré l'IA, il y a Ouais. quand même une différence Ouais. où ça reste basique. Mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive à générer quand même des choses très très propres sans l'aide d'un UX. Oui, c'est vrai, totalement. Et même moi, je le vois aussi aujourd'hui, c'est tellement assez accessible que je vois que le travail du X, enfin du I en tout cas, est totalement différent. Moi, j'ai testé et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui font que, enfin, lorsque je demande de créer une application assez basique ou même un design, enfin une interface assez basique, il va me faire quelque chose qui ressemble un peu à tout ce que j'ai pu voir déjà. Disons que moi, ça peut me donner le sentiment que je n'ai plus besoin d'un UI, d'un UX. Donc, comment Oui. toi, tu justifies encore ta valeur ajoutée, hein? Moi, je dirais, même si je sais que l'IA comprend certains besoins, je dirais c'est quand même cette notion d'empathie, de comprendre bien les utilisateurs. En tout cas, aujourd'hui, moi, même si vous me parlez du fait que en vous confiant, l'IA vous comprend et tout le reste, je ne retrouve pas ça dans les designs, en tout cas, pas actuellement. Donc, et même tout ce qui sera euh, image de marque entre guillemets, j'arrive pas même si je lui donne donc une DA et de lui dire de l'appliquer pour les designs, je le retrouve toujours pas. Pour l'instant. Donc pour l'instant, actuellement, ça me crée toujours des designs très basiques, mais qui sont très fonctionnels et qui répondent à toutes les normes, tout ce qu'il faut en tout cas pour que l'utilisateur utilise bien l'application. Et même, je veux dire que aujourd'hui, avec l'IA, tu peux faire analyser plusieurs données pour qu'ils les interprètent et qu'ils les mettent en place sur le design. Sauf qu'en termes d'émotions générées avec le design, aujourd'hui, je n'arrive pas à m'y retrouver. Je suis d'accord sur 100% des applis que j'ai faites. Mm. La seule qui a une âme, c'est celle où en fait j'ai copié le design d'une application existante et je lui ai dit fais-moi comme cette application existante. Ouais. Et là, j'ai quelque chose de sympa. Ça, c'est vrai, oui, totalement. Je vois totalement ce que tu... Enfin, la manière de concevoir est différente aujourd'hui. Et je pense qu'il y aura pour l'instant besoin de cet aspect un peu humain. Mais enfin, plus le temps avance et plus je vois que l'IA avance très vite aussi. Ah oui. Et c'est ce qui me fait un peu peur aussi. Donc, je vois que pour l'instant, on a encore besoin des UX et des UI designers surtout, pour en tout cas répondre à cette notion de créativité, même si aujourd'hui, je suis de moins en moins sûr. J'ai cette impression qu'on a toujours besoin pour l'instant. Ok, entendu. En tout Oui, cas, puis c'est ça, sur une application que je vais générer. Il va me créer, je lui demande, là j'ai besoin d'un bloc avec une carte avec du contenu.
Et puis plus tard, je lui demande une autre page avec une autre carte avec du contenu. Et puis une troisième fois, une autre carte avec du contenu. Et en fait, c'est des cartes similaires, mais il m'a fait un design complètement différent. Oui. Et je me retrouve avec une application vraiment qui n'a pas de charte graphique, qui part dans tous les sens. C'est ça. Mais je pense que tout ça, ça se règle. Et lorsque j'ai utilisé l'IA, j'ai plus passé du temps à corriger les erreurs, entre guillemets, les erreurs ou ce que voulait faire l'IA, plutôt que de moi-même designer. Donc c'est vrai que dans cette utilisation, je pense que c'est pas pareil la manière de concevoir aujourd'hui. Mais en termes de rapidité d'exécution, je suis persuadé que ça te fait gagner un temps fou. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé pour nous au début de l'IA pour le code. C'est vrai qu'on avait tendance à avoir beaucoup d'hallucinations. Il fallait qu'on prenne le temps de repasser, de débugger. C'est ce qui s'est. On a passé des heures à débugger et à débugger. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas. Il a tendance même à lui-même s'auto-corriger. Donc potentiellement, c'est ce qui peut arriver aussi sur la partie design. C'est même des fois, il me fait du code et je suis là, mais pourquoi tu as fait ça comme ça ? Moi, je pensais qu'il fallait faire ça comme ça. Et en fait, il va m'expliquer pourquoi mon idée est mauvaise. Ok. Ouais, ça, c'est trop bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au bout de l'heure. Et je vous propose de continuer la prochaine fois. En tout cas, c'était top pour une première. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt.